Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast sur les sports insolites du monde. C'est moi Léo, passionné amateur de sport et ancien animateur de podcast sur le rugby. Et je suis accompagné aujourd'hui de Damien. Exactement, ancien complice à mes côtés qui depuis 2 semaines maintenant, puisqu'on a fait le premier épisode il y a 2 semaines, qui m'accompagne donc dans cette aventure de podcast sur les sports insolites. Et effectivement, pour vous représenter encore une fois le concept, l'idée de ce podcast est vraiment de partager ensemble autour d'un sport insolite. Alors, on l'a expliqué il y a 2 semaines, c'est un sport insolite, mais qui a quand même un certain retentissement. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un sorte de championnat du monde, qui ait une certaine représentation aussi en France. Donc l'idée, c'est pour méconnus, ouais. Vu des Français, parce qu'on est quand même Français, hein, on n'est pas Québécois, on n'est pas Belge, on n'est pas Suisse, on est Français. On n'en sait strictement rien. C'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, Communauté de viewers, hein, parce qu'une communauté de lutteurs, je pense pas. non, pas du tout, pas du tout. Du coup, Damien, alors je vois par contre, on t'a pas entendu au tout début, mais du coup, donc Damien, ouais, t'es ancien journaliste et donc tu as participé à l'ensemble de ces podcasts et tu es là avec moi pour cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui, Damien? Tu veux le dire ou je le dis? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, le Sumo. sumo. Alors c'est un sport qui est pas totalement méconnu. C'est un sport qui est un peu connu en France. Par contre, c'est un sport très peu pratiqué en France et quand Non, même assez, ouais, et puis assez méconnu, je dirais, en termes de d'où ça vient. Qu'est-ce que le sumo, qu'est-ce que ça représente, notamment au Japon, hein, puisque le sumo est quand même très représenté au Japon. Et on voulait quand même, pour ce deuxième épisode, bien qu'il n'y ait pas de championnat du monde au sens propre du terme, c'est quand même au Japon un sport qui est devenu international. C'est-à-dire qu'il y a pas que des Japonais, il y a eh ben, beaucoup plus que ça. on en parlera, on grattera un petit peu le vernis. Effectivement, déjà, on présentera le sumo parce que certes, il y a une petite communauté de viewers en France, assez fidèle d'ailleurs pour le coup. Mm. Toute petite, mais assez présente. Avec un site de référence, déjà, on peut en parler, qui est Doskoi, Oui, donc le site de référence français du sumo. Mais à part ça, il y a quand même pas mal de choses à montrer, à présenter, que ce soit le sumo, comme tu dis, le sumo tel qu'on l'imagine, donc c'est-à-dire vraiment le sumo japonais, mais aussi le fait que, eh ben, en amateur, il y a des gens qui s'amusent à faire ça complètement en exactement. amateur, hein, ça, Exactement. c'est Oui, clairement le cas. Mais ça, il y a un championnat du monde de sumo que même les Japonais amateur. ne connaissent pas pour le coup. Amateur, quoi, du coup. Mais oui, Voilà, sumo amateur. Mais exactement. non, clairement, le vrai sumo, entre guillemets, c'est celui effectivement mis en place Ouais, par les Japonais c'est et ça. qui a été codifié pendant, ils ont mis 200 ans, 300 ans à le codifier déjà de base, donc vous imaginez Eh le ben, truc. tu me fais une super transition avec justement, ben, on va commencer par cette première section et je te propose de commencer par les origines du sumo. Il faut savoir que ce sport d'ailleurs a dans ses origines une forte connotation religieuse et culturelle. Hein, c'est vraiment un Complètement. sport qui est inscrit dans les racines profondes du Japon et c'est surtout quelque chose qui remonte à plusieurs millénaires. Hein. C'est quelque chose qui, je pense que les premières choses, moi j'ai fait un peu de recherche auparavant, j'ai appris que les premières mentions du sumo étaient dans une sorte de livre d'écriture japonaise qui s'appelle le Kojiki et qui date du coup du 8e siècle. Globalement, c'est ça. C'est le plus vieux roman. Ça, il y a le Kojiki Nihon Shoki et Genji Monogatari. Enfin bref, vous avez plusieurs très 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 vieux Ouais, romans qui ont été codés, recodés, exactement. recopiés, recopiés à travers les âges et qui ont survécu jusqu'à nos jours. Et ce sont les romans les plus anciens de l'histoire du Japon, en tout cas ceux les plus anciens parvenus jusqu'à nous. Ça raconte, alors d'après ce que j'ai vu, la victoire de Takemi Kazuchi sur Takemi Nakata, ces deux dieux anciens, lors d'un combat justement de sumo. Enfin, en tout cas, symboliquement représenté par le sumo. Alors, Là-dessus. Oui, vas-y, vas-y. voilà, sumo, c'est simplement le combat, hein, donc ça peut être un peu n'importe quel combat. Il ne faut pas s'imaginer avec un doyo et un cercle. Par contre, on peut facilement, par contre, s'imaginer le sumo comme étant une lutte sans armes D'accord. et basée sur l'affrontement initial et la force brute de l'adversaire ou l'utilisation de la force brute de l'adversaire dans une ruse, effectivement, qu'on appellera plus tard une prise. D'accord. Mais en tout cas, c'est sans armes, effectivement. C'est vraiment Voilà. la force brute, sans aucune Sans armes et sans artifice. coup. Ouais,
Exactement. Et du coup, c'est comme ça que se passe codifié au fur et à mesure le sumo. J'ai appris également que c'était également quelque chose euh, qui a commencé ensuite à être influencé un peu plus tard par la religion Shinto, et d'où ensuite les Ouais, cérémoniales qui se sont rajoutés autour des combats. Et donc, c'est vraiment dédié aux dieux, hein, c'est des combats adressés aux divinités pour obtenir ensuite des bénéfices, c'est des, ça. comment dirais-je, pas des bénéfices, mais des Non, avantages mais auprès des dieux. une Ouais. bénédiction, Bénédiction, merci. etc. Et Bénédiction, aujourd'hui exactement. encore, hein, Ouais. même aujourd'hui, avec désormais une codification qui est quand même bien établie, malgré tout, le côté religieux est toujours très mis en avant. Il y a toujours il y a toujours des offrandes qui sont enterrées dans l'argile du doyo, par exemple, qui sont retirées à la fin de chaque tournoi, par exemple. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez bien entendu le rituel d'entrée dans le doyo. Alors évidemment, là encore une fois, hein, il y a eu 1500 ans de codification Mm. derrière. Et là, je parle simplement que de ce rituel-là, par exemple. Et puis le rituel aussi de fin de journée également, où, selon les interprétations des uns et des autres, ça veut dire, eh ben, je me suis bien battu, je retourne au champ. Enfin, c'est presque, enfin, il y a il y a ce Ouais, je vois, côté tout à fait. très proche de la Terre en rapport avec les divinités de la Terre, les divinités locales également. Il y a toujours ce côté, en tout cas, c'est toujours très, très, très mis en avant, ce côté Mm. religieux, bien sûr. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que du coup, c'est quand même assez incroyable de penser que tout ça est devenu un sport national, quelque chose de très suivi au Japon, en tout cas. Un peu plus aussi dans le monde, hein, ça commence à doucettement monter. Puis j'ai appris dans des articles assez récents que même, en tout cas, l'organisation officielle au Japon autour du sumo cherche un peu plus à développer l'image de ce sport dans le monde. Et ils essayent un peu quand même de réfléchir à un développement plus à l'international. Alors, deux choses, je ne sais pas si tu as prévu, par exemple, de parler de la codification Oui, du on va sumo. parler des règles. On va parler des On règles va après, parler des ouais. règles, alors ok, ça marche. Je vais juste te dire un mot dans ce cas-là en transition pour dire que ça fait déjà quelques années effectivement que les écoles, les heiya du sumo, les différentes écoles auxquelles appartiennent les lutteurs, les rikishi, ont comment dire, une possibilité, une dérogation, une possibilité d'engager un lutteur étranger. Alors, généralement, ce lutteur étranger, c'est un lutteur venu de Mongolie, Hmm. pour plein de raisons, et notamment par le fait que la lutte mongole est une lutte qui a des connexions. En tout cas, il y a des liens qu'on peut Hmm. tisser. Ça n'a rien à voir, évidemment, il n'y a pas du tout le Non. même historique. Par contre, la manière de prendre l'adversaire, la manière d'envisager un combat, la manière de lutter sans armes en utilisant soit la force Tout à brute, fait. soit celle de son adversaire, il y a quelque chose qui peut se faire. La Très similaire, Mongolie ouais. étant un pays émergent, certes, effectivement, qui se porte mieux qu'il y a 35-40 ans, mais tout de même avec un bassin de population qui est quand même tout petit, Hmm. eh ben, ils n'ont pas forcément les moyens de monter une ligue professionnelle. Donc du coup, les meilleurs Mongols vont lutter en pro en sumo. Parce que Ouais. c'est un peu plus facile. Un peu comme un joueur de baseball aurait peut-être un peu plus de facilité, peut-être, de tenir une batte de cricket, même si la technique n'est absolument pas la même. Ça reste quand même un ustensile qui est relativement lesté, avec lequel on peut toujours frapper une balle. Donc à partir de ce moment-là, le mode de pensée, c'est déjà ça de gagner. Il y a déjà une partie de l'apprentissage qui est fait. Pour les Mongols, justement, quand ils débarquent au Japon, il y a une partie de l'apprentissage de lutte qui est fait, puisque la manière d'envisager un combat, elle est déjà là. Hmm. Donc, tu évoquais effectivement le fait qu'il y a des écuries, en fait, Oui. au Japon, et tu évoques effectivement un aspect de règle qui est plus lié à l'inscription de combattants, de sumotori, à ces tournois. Il y a tout un système de division, mais on en reviendra après. Mais en Hmm. tout cas, effectivement, tu as raison. Aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus et cette ouverture est maintenant un peu plus tolérée par l'organisation officielle des combats de sumo parce que c'est quand même, faut se l'avouer, hein, c'est un endroit très traditionnaliste, c'est très conservateur, C'est un c'est sport vraiment, japonais. ouais, c'est un sport C'est japonais un quoi. sport japonais et qui se veut pas forcément international. Il se veut Ouais, international pour son exposition à l'international, bien entendu, bien pour sûr, les droits télé, etc. c'est Et ça. encore, il n'y a pas de droits télé. C'est la NHK et ABEMA qui ont Mm, les droits au Japon. tout Et à fait. ensuite, eh ben, il n'y a pas. C'est-à-dire que on en Bah, parlera certainement, mais pour voir du sumo, c'est quand même relativement compliqué. Par ça contre, peut être la compliqué. NHK, effectivement, on fait des caisses dans NHK World. Effectivement, si vous regardez la chaîne
officiel C'est ça. NHK World que vous pouvez trouver sur vos box Exactement. internet et simplement sur le site de la NHK, puisque si vous cliquez sur la NHK TV en France, c'est cette chaîne-là que vous avez sur la page de garde directement. Donc voilà, vous pouvez voir effectivement un tournoi en direct. Par contre, c'est pas du tout un sport qui s'envisage international. Donc, les gens qui viennent, par exemple, là, il se trouve que jusqu'en début d'année, on avait par exemple un Géorgien, un très très bon Géorgien qui s'appelait Totinoshin. On a encore un Bulgare qui est malheureusement un peu au soir de sa carrière, qui s'appelle Aoyama, et que je vous invite à suivre, puisque le prochain tournoi, on en parlera, ce sera le 10 septembre, c'est Aoyama. Il y a aussi, du coup, un petit nouveau qui est kazakh également. D'accord. Kimbozan, Bushozan, Kimbozan. Ça, je peux pas te dire, c'est toi qui te connais. Je confonds toujours les deux, moi, c'est une horreur. Bref, en dehors de tous les Mongols, effectivement, qui viennent et qui sont déjà cheatés d'une certaine façon en termes de lutteurs internationaux, il y a aussi quelques rikishi. Quelques lutteurs, on va dire Asie centrale et d'Europe de l'Est. Il y a 30 ans, c'est des Américains. Mais c'est vrai. Là où je veux en venir, c'est que ces gens-là, ils viennent au Japon. Donc, ils doivent se mettre dans le moule japonais. Ils doivent suivre les règles japonaises. Ils doivent lutter à la japonaise d'une certaine façon. Et donc, ce n'est pas du tout un sport qui s'internationalise comme on peut avoir d'autres exemples. Non, mais en tout cas, ils essaient de promouvoir l'international. C'est ça que je veux dire, c'est quelque chose qui cherche à se promouvoir à l'international. Alors, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on transite vers les règles. On va commencer par, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas, donc je vais de nouveau montrer quelques images au travers de la superbe chaîne Nin Explains, pour ceux qui, en tout cas, qui vont le voir sur Twitch et qui vont le regarder également sur la rediff YouTube. En tout cas, au niveau des règles du sumo, il faut savoir que le combat a lieu sur un dohyo, une arène qui en fait un dohyo qui est légèrement surélevé de forme carrée en fait, et sur cette forme de carré il y a un cercle de 4,55 mètres de diamètre. Voilà, de 4,55 mètres de diamètre, délimité par des sortes de balles de riz tressées, des balles de paille, pardon, tressées. Des balles de paille de riz. Ouais, de paille de riz qui représentent donc l'aire de combat. Et c'est dans ce cercle que tout se déroule. Hein. Et le but principal de chaque lutteur, c'est de forcer son adversaire soit à sortir de ce cercle, soit à toucher le sol avec une toute autre partie que la plante des pieds. Voilà, toute autre partie du corps. Alors, autre que la plante des pieds. J'irais même avoir un troisième point d'appui. Ouais, point d'appui. Troisième point d'appui, c'est éliminatoire. Exactement. Donc ça, c'est assez simple. Bon, en théorie. En pratique, il y a beaucoup de codification, il y a beaucoup de techniques effectivement qui sont codifiées. D'après certains sites, parce que pareil, j'ai essayé de voir, certains sites parlent de 82 techniques autorisées. Bon, ça doit changer hein, quand même, à droite à gauche. Ouais. Alors après, tu as des techniques genre j'ai pas fait exprès, et en fait, il y a un nom en fait pour ça. j'ai pas fait exprès, il y a un nom. Non, mais c'est tout dans la. Maintenant, mais pour le coup, c'est vraiment tout dans la mise en scène à ce niveau-là. Tout à fait. Ensuite, il y a ce combat qui peut durer quelques secondes. Hein. Enfin, ça fait tac, et puis c'est fini. Le combat se termine. Et du coup, il y a toute une cérémoniale, en fait. Juste avant le combat, juste après le combat, il y a tout un cérémonial, avec notamment l'arbitre. Hein, pour ceux qui peuvent voir la vidéo, l'arbitre est habillé dans un kimono magnifique, très distinctif, très classe, enfin très... Ça fait presque la noblesse, ça fait presque ça. Hein, c'est un prêtre, avec tout le décorum qu'il y a autour, avec le respect qu'il y a autour. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui dure très peu de temps. Il y a toute une cérémonie, notamment les lutteurs jettent du sel juste avant de monter dans le terrain. Faut s'imaginer qu'une minute et demie de combat, c'est déjà énorme. C'est énorme, c'est énorme. Parce que c'est un déferlement de puissance des deux côtés. Les gars, ils sont au bout de leur vie, ils sont en sueur. Hein. Mais complètement, complètement, ils sont rincés quoi, directement. Pas de catégorie de poids, en tout cas dans les championnats et les tournois, pas de catégorie de poids. Et normalement, en théorie, comme au judo, les lutteurs légers ont une chance normalement contre les lutteurs plus lourds. Mais bon, c'est quand même des lutteurs assez lourds quand même. En fait. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, les règles sont vraiment assez simples et pas vraiment plus de choses à dire que cela. Que quand on voit un match de sumo, c'est très simple. Quand on veut comprendre la technique, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est très codifié, quoi. Il faut s'imaginer un animé, un animé, tu sais, un shonen. Comment dire, un shonen manga, un shonen neketsu avec le dépassement de soi, etc. Et là, en fait, vous avez toujours ce moment, en fait, quel que soit d'ailleurs l'animé, quel que soit le manga dont il est tiré, d'ailleurs, pour le coup, vous avez toujours l'explication. Il s'est passé un truc qui dure 2 secondes et demie, même pas.
ou 2 millièmes de seconde. Et les mecs passent un volume entier du manga ou un épisode entier de l'animé à expliquer la technique. Non, mais là, tu comprends, il a fait ça. Oh, alors ça, c'était Il a utilisé la paume de sa main, mais vers l'intérieur. Donc, du coup, il a pu permettre. Mais tu vois qu'il avait aussi tenté une petite subtilité là. Il a cru qu'il allait faire ça, mais en fait, c'est pas la bonne technique. Enfin, ouais, les mecs, ils peuvent passer 2 heures à t'expliquer une technique pour 2 secondes de combat. C'est un peu ça, effectivement. Ouais, c'est un peu ça. 2 choses peut-être alors par rapport, effectivement, tu me parlais de noblesse. Oui, effectivement, à la base, c'était surtout pour divertir la cour. Tout à fait. C'est un art du divers. Alors, c'est pas un art noble, c'est pas un art martial. Enfin, j'allais dire un art martial. Non, c'est pas martial, c'est un art rituel. Oui, c'est un art rituel de combat. Voilà, de combat, qui n'est pas noble, mais qui était là pour divertir la noblesse. Ensuite, effectivement, à partir de la période notamment Sengoku, à partir du moment où il y avait plus d'autorité impériale, enfin, l'empereur ne servait à rien, sauf que le shogun non plus, qui était donc le numéro 2, qui avait pris le pas sur l'empereur historiquement, ne servait lui-même plus à rien. Donc guerre civile, tout le monde c'était complètement le bordel. Le Japon féodal, pour le coup, jouait à plein. Et à ce moment-là, effectivement, le divertissement devenait un divertissement seigneurial, quoi. Donc du coup, finalement, on n'était pas obligé d'être nécessairement un noble de cour à Nara ou Kyoto pour apprécier le sumo. Et ensuite, tout ce qui est doyo, par exemple, c'est notamment... Alors, ça, c'est un petit peu romancé, mais il y a un peu de ça. Ouais. Et, ce serait donc visiblement Nobunaga Oda, donc l'un des grands conquérants. On le retrouve partout, celui-là. Oui, mais qui est partout. Nobunaga Oda, c'était une des grandes figures. En Europe, on est en pleine Renaissance, par exemple. Voilà. Donc c'est un contemporain, par exemple, de François Ier, Henri II ou Charles Quint. Eh bien, au Japon, c'est un seigneur féodal qui a réussi à conquérir ou agréger quasiment tout le Japon. Alors, c'est pas lui qui a achevé la conquête, mais en fait, il a fait le gros du boulot. Et Nobunaga, le truc, c'est qu'il adorait le sumo. Et en fait, à un moment donné, il était tellement mégalo, et dans tous les sens du terme, d'ailleurs, si vous lisez sur Nobunaga, on n'en a pas fini, eh bien, il voulait faire son tournoi de sumo, il était kiffé le sumo, le garçon. Et l'histoire raconte qu'il a voulu faire un tournoi avec 1500 combattants de partout dans le pays, puisque du coup maintenant il en avait les moyens, puisqu'il avait conquis une grosse partie du pays. 1500 Rikishi, t'imagines quand même. Oui, c'est complètement la logistique de ouf qu'il fallait. C'est clair. Bon, après c'est un empereur, il fait ce qu'il veut. Aussi. Et du coup, c'est à cause de cette logistique-là qu'il a fallu délimiter une surface de combat et une surface rituelle à l'intérieur. Donc, globalement, on a commencé... Alors, je ne doute pas que le doyo existait déjà avant. Simplement... Il était codifié à ce moment-là. Enfin, je pense que cette histoire sert de ciment au fait qu'à partir de ce moment-là, ou en tout cas à partir des années, ce qu'on appelle en Europe la Renaissance, donc du XVIe siècle, eh bien, le doyo s'est codifié avec le visage qu'il a aujourd'hui. Par contre, pour trouver, par exemple, tout ce qui est hiérarchie, yokozuna, arbitre, faut aller encore plus loin parce que du coup, en fait, progressivement, tournoi après tournoi, il y a eu besoin, par exemple, d'arbitrage, il y a eu besoin de hiérarchie, il y a eu besoin... Et là, par contre, à partir du moment où la guerre civile était finie, le Japon était conquis par les successeurs de Nobunaga, eh bien, à partir du moment où le calme était revenu d'une certaine façon, l'ordre était revenu, eh bien, il y a des choses qui se sont donc du coup codifiées, tournoi après tournoi, année après année, globalement aux alentours du 18e, même, je dirais même carrément du 18e siècle. 18e siècle, ouais. Donc, à peine 100 ans avant que les Européens débarquent. Avant l'ère Meiji, les Américains, pour le coup, d'abord. 100 ans avant l'ère Meiji, quoi. Ouais. Du coup, c'est vrai que globalement, alors tu l'as expliqué là, lors de la dernière codification, on va dire la grande vague de codification, il y a à la fois des rangs, en fait, dans les guerriers Sumotori, et il y a des divisions ensuite beaucoup plus récemment, dans les générations beaucoup plus récentes. En termes de rangs, alors je pensais les avoir notés et je les ai pas là. Je sais pas si tu les as. T'inquiète pas parce que du coup, en fait, les divisions, je les connais pas toutes non plus. Non, pas les divisions, mais au moins les rangs. Je pense que les rangs c'est important. Ouais. Voilà. Ce que vous allez voir à la télé, c'est la division Makuuchi, donc la première division. La division 1. Là où les sumo, là où les rikishi sont payés. Oui. En deuxième division, chose que je ne savais pas avant la préparation de l'émission, je pensais qu'ils n'étaient pas payés, moi. La deuxième division, c'est Juryo. Et eux, ils sont un petit peu payés. En dessous, tout ce qui est Makushita, Sandanme, enfin toutes les autres divisions, eux, ils sont juste
nourris et logés par leur écurie, mais Mhm. ils ne sont pas, Payé, ils ne sont pas payés comme des lutteurs professionnels. tout à fait. Et alors, on remonte à la première division, celle qu'on voit à la télé. Au sein de la première division, il y a les Maegashira, qu'on pourrait appeler les troufions, en quelque sorte, les lutteurs de base. Voilà, c'est Les ça, les troufions. Maegashira. Par contre, il y a une hiérarchie. Tu es Maegashira 17, 16, 15, 14, 13, 12. Et en fait, plus tu montes dans la hiérarchie, plus ton chiffre de Maegashira est petit. Petit. Mais il y a des choses au-dessus de Maegashira. Il y a les Sanyaku, donc une sorte de super division 1, avec là par contre les titres ronflants, donc Komusubi, qui est le titre ingrat, parce que du coup tu te retrouves entre les très très hauts gradés et les Et pas gradés les justement. rumpions, les troufions, comme tu dis. Voilà, au-dessus c'est Sekiwake, et encore au-dessus il y a Ozeki. Quand tu es Ozeki, tu es le champion, Au tu es sommet de la hiérarchie, au sommet de la avant hiérarchie le normale. plus grand. Voilà, voilà, c'est ça. Mais si tu es, La alors hiérarchie attention, normale. si tu es un Ozeki qui a gagné plusieurs tournois de suite, qui est méritant, qui a véritablement cassé la baraque et qui est devenu légendaire d'une certaine façon, là tu n'es plus Ozeki. Tu es Yokozuna. Et là, le Yokozuna, par contre, il a un statut particulier, c'est un demi-dieu d'une certaine façon, Oui. avec une particularité là où le Ozeki, par contre, tu peux avoir été, par exemple, sur ton CV, c'est marqué a été Ozeki, le plus haut rang est Ozeki, un peu comme au tennis, tu as été combienième mondial au plus haut. Eh bien, le Ozeki a un tournoi de repêchage si jamais il s'est planté, par exemple, dans un tournoi. Par contre, le Ouais. Ozeki a le droit de redescendre dans la hiérarchie. Après tout, ça n'est qu'un homme C'est d'une un certaine rang. façon. Non, mais c'est un rang Quand tu es surtout. Yokozuna, tu n'as pas le droit de descendre dans la hiérarchie et tu dois te retirer. Parce que tu as tellement donné l'exemple, tu es tellement un exemple pour tout le monde, que tu dois avoir la décence C'est ça. et l'élégance de De te te retirer. retirer. Alors il faut savoir, tu l'as expliqué succinctement, mais que Yokozuna est un rang qu'on attribue. C'est-à-dire que c'est une sorte de comité, je sais pas comment dire ça, mais c'est un comité de l'organisation autour du sumo qui donne, qui attribue, qui accorde, je dirais même qui accorde Ah oui, le rang de Yokozuna s'il le mérite. C'est-à-dire qu'il y a des Ozeki qui peuvent se batailler pendant des années et des années, qui peuvent être méritants, enfin, etc. tu as des Et ne légendes du jamais, sumo qui et ne ont jamais été aux recevoir équipes toute leur carrière. et qui n'ont jamais Kaio, reçu, ouais, qui n'ont jamais reçu le rang de Yokozuna, quoi. voilà. Kaio, techniquement, voilà, l'un des plus grands non-Yokozuna de l'histoire, que vous pouvez trouver d'ailleurs au bord du doyo, parce que maintenant c'est un des juges arbitres, pas un Ah, je des savais prêtres pas, tu vois. arbitres, hein, Je savais pas. mais du coup, oui, D'accord. il est Intéressant. autour. Maintenant, c'est un patron d'écurie et il juge justement. Ah, c'est vrai que je vois plus souvent des anciens sumo être patrons d'écurie. Ouais. Ouais. Et C'est lui, vrai. du coup, bah voilà, c'est l'une des plus grandes légendes du XXe siècle au niveau du sumo, en tout cas depuis l'après-guerre, clairement, parce qu'avant, c'est difficile d'avoir des retransmissions, notamment, même à la télé ou à la radio, mais encore moins à la radio pour le coup. Tout Mais à fait. vraiment à la télé, ça s'est vraiment développé à partir de l'après-guerre. Eh bien, c'est vraiment l'un des grands sumo de l'après-guerre. Il n'a jamais été Yokozuna. Il n'a jamais été, c'est clair. Mm. Et pourtant, il a marqué son sport, hein, il a marqué le sumo de son empreinte. Et ben tiens, encore une fois, une très bonne transition, Damien, puisque je voulais qu'on parle de légende du sumo, peut-être pas 12 000 non plus, parce que on n'a pas non plus, on n'a pas toute la soirée pour faire ça. Je voulais notamment parler d'un des Yokozuna assez récents, je dirais, mais surtout un des plus symboliques, c'est Akuho. Euh, Mhm. Akuho Sho, d'ailleurs, on peut l'appeler, il faut l'appeler Hakuho comme ça. Sho, Ouais. Et exactement. qui est C'est d'origine en mongol. qui est d'origine mongole, Ulaanbaatar, comme beaucoup, hein, ils viennent de la capitale, hein, de Mongole. Et il a été considéré effectivement comme l'un des lutteurs des sumo les plus forts de son temps, quoi. Enfin l'un des plus de tous les temps même aujourd'hui. Des statistiques que j'ai vues, c'est qu'au cours de 2 décennies de carrière, il a remporté 45 championnats de la première division et détient le record du plus grand nombre de victoires en carrière avec 1187 victoires quand même. Ah oui, non mais là, 1187, c'est fou. là on est sur du surdoué. Enfin, c'est des légendes quoi. Mm. À ranger à côté de son prédécesseur qui était Asashio Ryu, ou de ses prédécesseurs des années 90, Musashi Maru, donc lutteur d'ailleurs hawaïen, Akebono, Takanohana, et puis même carrément on peut remonter jusqu'à Chiyono Fuji par exemple. Voilà, voilà, on a cette série de légendes à partir des années 80. D'ailleurs, ce qui explique, j'en reviens à Kaio, ce qui explique d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles ce type-là, enfin Kaio qui avait
un talent juste un tout petit peu en dessous, eh bien, ça lui a barré la route de comment dire, l'inscription au tableau intemporel, quoi. Ouais, Akuho Show, c'est vraiment, enfin quand même, hein, c'est celui qui a vraiment marqué euh, ouais, l'histoire assez récente, puisque quand même j'ai noté notamment aussi un record en 2009 où il a remporté 86 combats sur les 90 de cette année-là, c'est-à-dire quasiment il perdait 4 fois, quoi. Donc c'est C'est le patron. ridicule. Ouais, c'est le patron, hein, et Tu le voyais sur le doyo d'ailleurs, là, tu sentais les mecs, ils en menaient pas là. Par contre, c'est alors clair. ce qui est cool, c'est que tu avais beaucoup de jeunes lutteurs notamment qui voulaient se le faire. Parce que du Mm, coup, quand tu bats un Yokozuna, tu as une étoile, tu as une Kimboshi. mm, Et là, pour exactement. le coup, ça aussi, sur ton CV, tu seras peut-être jamais Yokozuna, mais le nombre d'étoiles que tu as eu, c'est tu as terrassé un géant. Mm, exactement, et c'est vraiment assez impressionnant de voir un tel lutteur combattre. J'ai mis Mm. quelques secondes d'image d'Aku Show sur Twitch, et c'est vrai que Pour le c'est coup. assez impressionnant de voir un tel lutteur combattre. Parfois, c'est expédié, il dominait tellement que ça en devenait assez fou. Il faut savoir d'ailleurs, on en parlera un peu après sur l'organisation des plus gros championnats, et notamment celui du Japon, parce que de toute façon, il y en a vraiment qu'un seul, c'est celui qui se passe au Japon. Il faut savoir que sur chaque tournoi, il y a 15 combats à faire par chaque Rikishi, et qu'il y a 6 tournois par an. Donc en gros, effectivement, il y avait 90 combats à faire à l'année. Voilà. T'imagines? Voilà, 86 victoires. 86 victoires sur 90 en 2009, c'est absolument fou. Donc c'est vraiment une de légendes du sport. Je sais pas si tu voulais aborder d'autres noms reconnus ou pas. Tu veux aborder la saison peut-être aussi, ou tu Alors oui, veux... oui, Alors, si tu n'as pas d'autres, en gros, si tu n'as pas d'autres non, légendes, on peut passer effectivement si, alors à la spéciale. j'en ai une, et c'est une légende qui est tenace et qui est en partie vraie. Ouais. Qui est clairement en partie vraie. C'est les liens du sumo avec les Yakuza, avec le milieu du pari, et notamment des paris illégaux. Oui, clairement, il y en a qui se sont fait prendre enfin, pas prendre la main dans le sac, mais qui se sont fait gauler. Donc oui, il y a eu des matchs arrangés, clairement, et à partir du moment où c'est un sport professionnel, où tu paries sur un lutteur en plus de ça, donc c'est un petit peu comme pour la boxe. Il y en a qui, forcément, à qui on va demander, il y aura un petit paquet d'yens pour se coucher, quoi. Enfin, bien Mm. entendu, oui. Après, est-ce que pour autant c'est un sport qui est complètement dominé par ça? C'est régulièrement, quand il y a un scandale, bah, les gars font le ménage. Et bah, c'est comme Exactement. tout. Après, c'est comme quand vous enlevez la poussière de chez vous, et ben, il suffit que vous ouvriez à nouveau la fenêtre, elle revient. C'est simplement qu'à un moment donné, en fait, assez régulièrement, il y a quand même le ménage qui est fait, mais malgré tout, faut pas déconner. Ça reste un sport qui est très, très, très lié, effectivement, Tout à fait. de par sa nature, de pari, justement, Mm. personnel sur la victoire d'un lutteur face à un autre lutteur. Tu Peut peux pas, pas tu peux pas être en, complètement en dehors du circuit, ouais. libre de tout soupçon, évidemment. Tout à fait. Il faut le prendre pour ce que c'est aussi, parce Oui. que faut pas s'imaginer que tous les combats sont arrangés, bien entendu. Non, non, bah non, non, pas du tout. Mais en tout cas, c'est un facteur qu'il faut avoir en tête, quoi, tout simplement. Voilà. Justement, pour faire une transition de nouveau, je te propose de parler effectivement des grands tournois qui se passent au Japon. Il y en a donc 6. Est-ce que tu veux les lister ou je les liste? Est-ce que tu as... Est-ce que Allez, je les vas-y, ai sous liste-les. Il les y en yeux? a 3 à Tokyo, 3 en province. Ah bah j'allais justement t'expliquer ça par ordre chronologique de l'année. Donc ils sont au cœur même effectivement de ce sport, c'est les Honbasho. Ils ont lieu effectivement tout au long de l'année. Et ils ont des différents noms. Donc tu as d'abord le Hatsubasho qui a lieu en janvier à Tokyo. C'est le tout premier tournoi en fait. Et il donne le ton bien sûr de la saison. Évidemment, c'est le premier tournoi. Jusque-là, Jusque-là tout va bien. Ensuite on a le Haru Basho en mars qui se déroule à allô, Osaka dans le Kansai. Et donc ça, celui-là, ça marque le printemps, quoi. Donc c'est un petit, allô, hein, voilà, ça marque bien le truc, quoi. Ensuite en mai, on a le Natsubasho à Tokyo de nouveau. On revient à Tokyo. Et donc lui, c'est le tournoi d'été. Oui, au mois de en mai. mai. Voilà. Bon, Oui, mais le tournoi avant que l'été devienne invivable. voilà, Parce que c'est trop ça. 38 degrés et 95% d'humidité. Ça fait un peu Et mal pour les encore lutteurs. 38, je suis gentil. C'est vrai que t'es sympa encore. Et donc, il y a comme déjà la chaleur qui commence à arriver déjà au mois de mai. Ouais. Ensuite, en juillet, c'est au tour de Nagoya d'accueillir le Nagoya Basho, au mois de juillet. Ensuite, en septembre, on a le Aki Basho, le tournoi d'automne à Tokyo. Et enfin, on conclut avec le Kyushu Basho au mois de novembre à Fukuoka. Parce que l'hiver dans le sud, c'est quand même plus Plus agréable. sympa.
C'est plus sympa. Fukuoka, c'est la grande métropole du sud. De l'île du Sud. Et Kyushu. Donc, il fait quand même bien meilleur. Il fait beaucoup mieux meilleur que là-bas. C'est sûr. Donc ils le font là-bas au mois de novembre. Donc ça fait 6 tournois et donc 6 occasions de montrer leur talent. C'est le Aki Basho qui commence bientôt, ce lundi qui vient, ce dimanche. En tout cas, pour ceux qui regardent le Twitch en live, c'est ce dimanche. Sinon, c'est si tu me dis que c'est ce dimanche, je regarde quelle est la date. Le 10, merci. 10 septembre. En fait, partez du principe qu'en fait, il y a un tournoi tous les 6 semaines. Ouais. Toutes les 6 semaines. À partir du moment où la saison est commencée, je crois que de novembre à décembre, quoique non, si, entre le Kyushu Basho et le Hatsu Basho, il y a aussi quelque chose comme 6 semaines. Ouais, il y a un tout petit peu plus, mais voilà, pas vraiment plus. Ouais, peut-être un peu plus. Alors, entre ces tournois-là, d'ailleurs, il y a pas mal d'événements et exhibitions. Faut pas croire que. Ouais, il faut pas manquer rien. ça. Alors, déjà, ils se soignent parce qu'en fait, ils prennent des fois de sacrés coups et il y a ça sollicite énormément le corps. On n'a pas parlé effectivement de la structure d'un tournoi. Il faut savoir que la structure d'un tournoi, c'est 15 jours parce qu'il y a un combat par jour. Exactement, 15 combats. Donc, ça veut dire que c'est un mini championnat. C'est-à-dire que tu vas pas. Alors, le tableau est divisé en deux. Donc, vous avez des Rikishi de l'Est, un Rikishi de l'Ouest. Sinon, c'est pas l'inverse. Bref, je ne sais plus. Avec Twitch, forcément, tout est inversé. Mais donc ces Rikishi-là de l'Est ne se rencontrent pas entre eux. Par contre, ils vont rencontrer l'autre moitié du tableau. Pas tout le monde, évidemment. Si vous êtes, par exemple, Maegashira 8, vous allez, et que vous êtes sur une pente ascendante, on va vous mettre des Maegashira qui sont autour de vous, notamment un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus, si on estime, si la commission estime que vous avez le potentiel pour. C'est ça. Par contre, après, ça s'affine. Par exemple, si vous avez fait une moitié, j'allais dire de run, comme si c'était un jeu vidéo, ça vous avez une moitié de tournoi qui était absolument pas au niveau, on va vous mettre des lutteurs en dessous de vous. Ouais. Et alors, par contre, si vous n'êtes pas capable de taper des lutteurs en dessous de vous, effectivement, oui, là, c'est clair que vous allez encore plus baisser dans la hiérarchie. Mais on n'a pas parlé effectivement de la hiérarchie. 15 jours, ça veut dire qu'il y aura forcément, à la fin des 15 jours, une fiche gagnante ou une fiche perdante. Vous aurez plus de victoires que de défaites ou plus de défaites que de victoires. Et là, vous montez, vous descendez dans la hiérarchie. Ouais. Exactement, et bien sûr, tout ça est fait avec un combat par jour, donc ça veut dire quand même beaucoup de combats en une journée. Et c'est pour ça que les spectateurs souvent viennent sur place pour observer tous ces combats, tous les combats qui ont lieu dans la journée. Je n'ai pas eu l'occasion, quand j'étais au Japon, de pouvoir profiter d'un de ces tournois. Moi non plus. En tout cas, pas dans un tournoi officiel de ce type-là, de type Basho, parce que moi j'avais fait, il y a très très longtemps, j'avais vu des tournois lycéens, donc c'était un peu différent. Mais en tout cas, il semblerait que ce soit vraiment quelque chose de magnifique à suivre en termes de tradition, de culture. On se fait dépayser complètement. Par contre, c'est très feutré, quoi. C'est la haute qui vient. La haute qui vient. Oui, alors effectivement, c'est quand même relativement cher. Vous payez à la journée aussi, il faut dire ce qui est. À la journée ou à la demi-journée, bref. La demi-journée, ouais, tout à fait. Sachant que la première division, si vous regardez la première division, ça vous fait déjà 3 heures de show. Vous pouvez venir, alors je pense que, j'imagine, il faudrait que je regarde de manière plus précise, mais je pense que vous pouvez venir avant. C'est-à-dire vous payez votre billet pour la première division, vous pouvez aller voir la deuxième division, où il y a quasiment personne qui regarde, à part les recruteurs, à part les personnels des autres écoles, ou quelques fans hardcore, bien entendu, puisqu'il y en a. Mais effectivement, ça commence à se remplir à partir de 17h, 16h, quelque chose comme ça, parce qu'il est plus ou moins, il est autour de... non, je dis des bêtises, c'est un peu avant, puisqu'il est aux alentours de 7-8 heures du matin en France, heure française, quand un tournoi commence et passe à la première division avec le rituel qui va avec, bien entendu, et la présentation de chaque sumo. Sumo, d'ailleurs, qui, chacun porte un tablier, en fait, quand il arrive, parce qu'ils ont une ceinture, bien entendu, pour combattre, mais pour se représenter, ils ont un grand tablier, tablier qui est sponsorisé. C'est vrai. Tu as raison. Et entre les combats, vous avez des PLV
des PLV néo-tradis, donc en bois, des espèces de vieux drapeaux, drapeaux vieux néo-rétro, avec des sponsors de maintenant. Hein. Bien entendu, ça va être sponsorisé par Hitachi, par Panasonic, AQ, ouais, par Marui, je ne sais pas. Maui, Bref. Ouais. C'est exactement ça. Et tout ça Fujitsu, Mitsubishi, tout ça. Et Quoi. oui, tout ça dans un décorum qui est néo-rétro. C'est-à-dire que tu vas avoir un vieux. Enfin, c'est pas du tout un kakémono comme on aura nous Non. avec un truc dépliant. Non, c'est un Ah, vieil oriflamme de basket médiéval et tout. Bah Il y ouais, aura mais marqué. c'est la tradition, c'est ultra conformiste, donc évidemment c'est comme ça. Mais les marques s'inscrivent dedans, les marques s'inscrivent dans cette mouvance. Voilà, donc le tournoi se déroule vraiment effectivement de cette manière-là. Tu as raison, hein, il y a les petites divisions d'abord dans la journée, et puis on finit par l'apothéose de la journée sont les tournois de première division. Et du coup, ça veut dire que effectivement en France c'est quand même assez tôt le matin pour le coup. Commence vers les 8h. Vers les 8h, et on finit par vers les 10, 10, ouais, c'est ça, 10-11h. Après 10h, quelque chose comme ça. En tout cas, si on veut voir les matchs en direct du Japon derrière là-dessus. Ce qui me fait une transition vers quoi? Comment on peut voir Comment regarder sumo, c'est ça? Comment on peut regarder du sumo en France? Est-ce que tu peux décrire ça ou tu veux que je fasse ça? Ouais, je peux te décrire ça et c'est très compliqué. En ce moment. En fait, il y a eu une grande. Alors, je remets un peu le contexte. Il y a eu une grande période où le Japon ne cherchait pas forcément à développer le sumo à l'international et notamment au niveau télévisuel. Totalement. Et en fait, chacun prenait un peu les images, soit de la NHK, soit de ABEMA, qui est un réseau câblé. C'est comme si vous aviez une diffusion, par exemple, sur TF1, et en parallèle, vous aviez une diffusion sur une chaîne payante de la Freebox, un truc comme ça. Bref, voilà. Genre Beansport 8, voilà quoi. Vous auriez deux chaînes de deux réseaux complètement différents, mais qui ont chacun des droits, un en clair, l'autre en crypté. Et c'était enregistré et il y avait des fans qui faisaient des compiles des combats de la journée. Ça durait soit un petit quart d'heure quand tu les mets vraiment bout à bout, voire clairement 10 minutes si tu veux, vraiment à l'essentiel, sans le rituel. Ou d'autres qui faisaient carrément une demi-heure avec le rituel, avec carrément une infographie pour dire où en sont chaque rikishi. Bref, il y a vraiment tout, il y a vraiment à boire et à manger. Et là, la NHK World, en fait, et la Nihon Sumo Kyokai, donc la fédération japonaise, ont décidé chacun de lancer leur chaîne, notamment la Nihon Sumo Kyokai, pour le coup, sa chaîne YouTube, en bonne et due forme, et la NHK World a décidé de faire un vrai suivi du sumo à l'international sur sa chaîne en clair et sur sa chaîne YouTube. Ce qui fait que, ils se sont dit, oh, les fans, on est très contents que vous ayez maintenu la flamme du sumo, maintenant vous allez tous vous arrêter. Du coup, du jour au lendemain, ils ont strike. Donc les Japonais ont banni toutes les vidéos faites par les fans auparavant, donc notamment les récapitulatifs, les journaliers, exactement, tout à fait. Et du coup, le problème, c'est qu'ils n'ont pas proposé grand-chose d'autre à la place. C'est-à-dire qu'à la rigueur, si la NHK World faisait son propre récapitulatif, pourquoi pas? Je peux tout à fait le comprendre. Ou la Nihon Sumo Kyokai, encore plus, parce que c'est quand même eux qui organisent ça à la base. Même si c'est NHK qui a les droits, soit, pas de souci. Mais il n'y a rien qui est proposé à la place. Ce qui fait que maintenant, c'est super compliqué de regarder le sumo. En fait, il faut passer par des canaux, parfois même un petit peu aléatoires. Par exemple, il y a un des fans de sumo qui avait pignon sur rue, qui est parti même carrément sur Rumble, qui est une plateforme maintenant qui est carrément devenu une sorte de YouTube conspirationniste. Alors t'es là, mais oh mon garçon, non, je ne te suivrai pas. D'autres qui, par contre, passent de manière un peu plus safe, pour le coup, direct, sur leur compte Discord à eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils éditent la vidéo et ils l'enlèvent après. Voilà quoi. Là, c'est un peu plus safe, notamment Natto Sumo, qui a les meilleures infographies et qui globalement a été le type le plus suivi. Donc, bon, ce qui est rassurant, c'est que le numéro 1 a réussi à trouver un truc qui fait que ce ne soit pas compté comme une plateforme publique. C'est dans son... C'est son serveur, Mais ça devient assez compliqué. Par contre, de l'actu sur le sumo, bien entendu, vous allez en trouver assez régulièrement. Il y a la chaîne notamment de Jason's All Sumo Channel. Vous avez la Nihon Sumo Kyokai, parce que mine de rien, ils font quand même des reportages et ils sont assez actifs, même si je me plains du fait qu'ils n'ont pas de récapitulatif, ils ont quand même des reportages assez régulièrement. Et puis Doskoi, bien entendu, le site du sumo français.
Sky, effectivement, qui retransmet. Alors, la NHK World a une chaîne YouTube et il y a les Alors, récapitulatifs des tournois. Ils ne font pas un récapitulatif par jour, mais ils font un ce récapitulatif. qui est nul, parce que du coup, comme des ça dure tournois. 15 jours, moi, j'avoue que moi, j'avais pris l'habitude, comme beaucoup de monde, je pense, en France, mais ailleurs également, de regarder le petit résumé journalier. Chose qui devrait être fait d'ailleurs qui commence à être fait d'ailleurs pour le coup, pour d'autres sports qui sont compliqués, en tout cas qui sont lents Non, ouais. à À résumer, dérouler. comme par exemple le tennis. Le tennis, ouais. Et ben du coup maintenant, il y a un résumé journalier de la journée, par exemple de l'US Open, De de PS Open, Roland ouais. Garros, etc., etc. Chose qui n'existait pas auparavant, mais du coup maintenant on le présente finalement Ouais, comme puis, une série à regarder tous les jours. Et le sumo avait réussi à conquérir son public, d'ailleurs en grande partie grâce à ça, ouais. grâce au feuilleton que C'est ça ça. offrait tous les jours aux fans. Non, et puis de toute façon, c'est vrai qu'on n'a pas de résumé journalier, mais je pense encore une fois qu'ils vont essayer de travailler là-dessus, ils vont essayer de traiter la chose pour la saison suivante. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'a que les résumés du tournoi. En fait, une semaine après le tournoi, on a le gros résumé, mais ça reste quand même Ou léger, si je vous trouve. regardez la NHK World, vous avez la diffusion, mais c'est Oui, lent. C'est c'est lent. lent. Il faut C'est avoir le lent. temps, quoi. Le temps, on l'a pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, quid en France? Eh ben, pour ceux qui sont sur Twitch, je vous montre le site du Paris Sumo. Il y a un club de Oui, sumo à Paris. il y Ils ont en une page a. Facebook aussi. Ouais. Ils ont une chaîne YouTube également. Où sur la chaîne YouTube, ils sont encore actifs. J'ai vu encore des vidéos récemment là de quelques mois. Donc ils sont encore actifs sur YouTube. Par contre, sur Facebook et ici sur le site, ça a l'air un peu plus ancien. Donc à voir si c'est toujours encore une fois vivant. Puis les Parisiens, si vous pouvez nous dire si c'est encore actif, quoi. Si vous pouvez nous dire si c'est encore vivant. Mais en tout cas, voilà, c'est Paris Sumo, mais c'est le seul club en fait. C'est le seul club en France qui existe. Il n'y en a pas d'autres. J'ai cherché, mais il n'y en a pas d'autres. En tout cas, C'est le seul. si vous trouvez un club de sumo près de votre ville, en dehors de Paris, dites-le nous. Alors Oui. franchement, dites-le nous sur Instagram, sur Twitter, sur le compte, sur la chaîne YouTube, même sur Twitch aussi, en chat. Si vous êtes sur le chat, dites-le nous. Et à ce moment-là, on fera la promo. Mais alors, tout de suite, quoi. On fait la promo immédiatement de votre club, quoi. C'est de très loin le bassin de population le plus nombreux en Bien sûr. France, la plus grosse communauté japonaise en France. Enfin, Tout à voilà. fait. Je veux dire, c'est logique que s'il n'existe qu'un seul club en France, ce soit bien entendu celui de Paris. Ouais, exactement. Donc du coup, c'est le seul qui existe. Donc si vous vous intéressez au sumo, allez voir, et que vous êtes vers Paris, allez voir à Paris, voilà, allez voir le club, renseignez-vous. En plus, on est dans la période de la rentrée là, donc il doit y avoir des moyens de pouvoir pratiquer une première fois et donc de découvrir ce sport. Puisque c'est un sport, le sumo, c'est un sport. Alors voilà, on en parlait, et c'est bien, je pense que tu as mis le doigt sur ça, c'est que depuis le début du XXe siècle, et encore plus maintenant depuis la fin de la Seconde Guerre, eh bien, le sumo est un art de combat rituel, ou un art rituel de combat, qui s'envisage, qui se promeut comme un sport de combat. Mm. Clairement, Tout à fait. on a beau avoir un rituel, ça reste Ça reste un combat. fondamentalement, Et et dans la manière aussi d'ailleurs dont les blessures sont gérées également, du coup, avec ouais, le préparateur physique, etc., tout à fait. c'est un sport de combat à part entière. Tout à fait. C'est un sport de combat à part entière, c'est très important de l'avoir en tête. C'est pour ça qu'on l'a choisi comme sport insolite. Alors, il y avait une question habituelle qu'on pose à chaque épisode. Alors, tu avais quelque chose, j'ai l'impression. Mais Oui, parce que sport de combat, sport, ça veut dire que techniquement, il peut y avoir potentiellement une représentation potentielle dans des Jeux Olympiques ou des gens qui se sont organisés en fédération mondiale, par exemple. ouais, je sais pas. Ben oui, évidemment, il y a toute une scène sumo amateur qui, elle, est complètement internationale, avec un championnat du monde auquel participent clairement des pays comme les États-Unis, évidemment, la Oui, Mongolie, Mongolie, ouais. mais aussi Mongolie, le Japon. amateur du coup. Mais aussi clairement le Japon qui envoie alors évidemment qui envoie ses amateurs, Ces amateurs, qui ouais. envoie peut-être pour certains quelques lycéens, un petit peu comme si on était en division 3 Universitaire, en ouais. NCAA Universitaire, ouais. pour les États-Unis. Et puis certains, c'est rare, mais certains ensuite intègrent le monde professionnel. Et je ne parle pas forcément que des internationaux. Il y en a eu quelques-uns, hein, notamment Koto Oshu, justement, le premier Européen, pardon, excusez-moi, à avoir gagné
à un tournoi de sumo, c'était en 2008, c'était un Bulgare, et puis aussi des gamins japonais en fait, qui, on va dire, voilà, pareil, n'ont pas forcément eu la chance de se faire recruter en temps et en heure, et brillent un petit peu comme, je le disais, NCAA, niveau Division 2, Division 3 aux États-Unis. C'est le cas du petit Enho, qui a participé au championnat du monde de sumo, qui est aujourd'hui un lutteur qui est assez connu, qui est une figure assez connue, même si maintenant sa hype est passée, parce qu'en fait, il a un tout petit gabarit et il est tout frêle. Par contre, il marche sur les traces d'autres petits gabarits qui, eux, ont duré un peu plus longtemps, alors qui étaient un petit peu plus grands aussi en taille, ce qui aide aussi un petit peu. Mais lui avait réussi à taper effectivement quelques gars bien au-dessus de lui dans la hiérarchie, et il s'était fait une réputation d'ailleurs par rapport à ça, avec un style forcément très atypique vu son physique. Mais lui, justement, il est passé par ce championnat du monde de sumo. D'accord. Et puis, tu as les Jeux mondiaux, c'est pareil aussi. Les Japonais y participent en envoyant leurs jeunes, par exemple. D'accord. Et qui dit championnat du monde dit aussi, par contre, standard olympique. Standard olympique, ça veut dire catégorie de poids. Oui. Poids lourd, poids moyen, poids léger. Ouais. Mais là où, justement, ils ont fait un compromis d'une certaine façon, que ce soit aux Jeux mondiaux ou que ce soit au championnat du monde, il y a aussi un championnat d'Europe, d'ailleurs, entre parenthèses, eh bien, c'est qu'il y a aussi une catégorie open. C'est-à-dire que ça va dans le sens toute catégorie, quoi. de l'état d'esprit du sumo. Puis il y a aussi une catégorie filles. Ok. Alors qu'il faut savoir que dans les tournois, les fameux tournois de division au sumo au Japon, aucune femme ne peut monter sur le. Non, ça c'est impossible. En tout cas, actuellement. Ce qui a posé un problème. Bien sûr. Ce qui a posé un vrai problème, c'est que il y a un élu local, c'était Osaka, je crois, c'est le tournoi de Osaka, il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça, ou moins que ça, 5-6 ans, qui a fait un malaise en pleine inauguration officielle. Enfin, vous savez très bien comment ça se passe un tournoi, vous avez dirait-on, la grosse légume locale qui vient inaugurer et faire son petit discours. Effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Et cet homme-là, qui était déjà d'un âge assez canonique, a fait un malaise sur le doyo. Donc parmi les secouristes, il y avait une dame à qui on a refusé l'accès au doyo. Ça a fait scandale. Mais ça a fait aussi scandale au Japon vis-à-vis même du public. C'est-à-dire qu'en fait, le public disait non, mais faut arrêter d'abuser, quoi. La tradition, on l'aime, il n'y a pas de souci. Le Japon, tout ça, la tradition, on y est attaché. Enfin, faut pas abuser, quoi. Enfin, les gars, globalement, le ressenti des gens, c'est faut pas abuser. C'est bon, quoi. Enfin, il y a une urgence vitale absolue. Enfin, déconnez pas, les gars. C'est clair. Du coup, ça a été révisé. Après, peut-être qu'il aurait aimé ne pas se faire sauver par une femme sur le doyo, peut-être. Non, je sais, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Tu me fais une transition sur la dernière section. On parlera de notre section après, sera la dernière. Des faits insolites sur le sumo. Ce que je te propose, c'est du coup de te parler de 2-3 petites histoires que j'ai dégotées de derrière les fagots. Et tu me diras si tu connais ces faits insolites. Le premier, qui est assez connu a priori, et moi je ne le savais pas du tout, c'est que Charlie Chaplin s'est fait sauver par un tournoi de sumo. Parce que en 1932, donc, il a fait une visite du Japon et il assistait à un match de sumo avec le fils du Premier ministre Tsuyoshi Inukai. Pendant ce temps-là, son père de Premier ministre s'est fait assassiner au palais impérial parce qu'il y avait d'énormes troubles à cette époque-là. Et en fait, une sorte de révolution de palais, quoi. Tout à fait. Et en fait, ensuite, le groupe d'assassins s'est fait arrêter après coup et ils ont avoué qu'ils ciblaient Charlie Chaplin. Il ciblait Charlie Chaplin, il voulait le tuer, mais que le doyo, l'enceinte de sumo était impénétrable. Il ne pouvait pas tuer dans une enceinte de sumo. Et donc ils ont ciblé en disant si on tuait Charlie Chaplin, ça allait ils voulaient déclencher une guerre mondiale avec les États-Unis à ce moment-là. Sauf que Charlie Chaplin s'est un peu moqué de ça en disant s'ils savaient que j'étais britannique, ils auraient peut-être pas fait le coup, quoi. Voilà. C'est dommage. Donc voilà.
Autre chose, il faut savoir que les arbitres de sumo, si vous l'avez pas remarqué, ils ont une petite dague, ils ont un petit couteau en fait sur le côté. Mm. Il faut savoir que déjà c'est une bonne symbolique autour de ça, ça s'appelle le gyoji, Ouais. cette dague, parce que en fait s'il commet une erreur de jugement, une erreur d'arbitrage comme on dirait dans les sports collectifs en France, il doit pouvoir utiliser ce couteau pour se faire harakiri sur le champ. Bon, ça Alors, n'arrivera jamais, hein, maintenant, dans le monde alors, ouais, parce moderne, que ça n'arrivera jamais, mais le voilà. nombre de fois où le Gyoji se trompe, mais alors, voilà, 95% du temps quand même en toute bonne foi, faut pas déconner. Mais tout de même, le nombre de fois où le Gyoji se trompe et est repris par les 3 juges arbitres autour Non, mais c'est une symbolique, on est bien du d'accord. monticule. Mais c'est très drôle, c'est très fun. Mais non, quoi. C'est amusant, quoi. Bon, c'est moins drôle s'il le faisait en vrai, mais aujourd'hui, ça se ferait plus. C'est pas possible. Enfin, le truc, mais que tous les deux on connaît, hein, les sumotori ont un régime spécial pour s'engrossir, pour Oui, gagner du poids. Ce plat copieux a un goût spécial, enfin a un nom spécial. Ce ragoût, c'est un ragoût en fait, qui s'appelle le chankonabe. Et le merci, chankonabe Chankonabe. est à base de viande, de tofu, de légumes. Enfin, il y a plein de trucs dedans. Et c'est vraiment fait pour prendre du poids, hein. C'est vraiment protéiné comme pas possible. Mais bon, comme ils ont un entraînement ultra intensif, c'est ultra dense, aucun problème de cholestérol, aucun problème de trucs comme Parce ça. que c'est vrai que le cliché qu'on a, c'est que le sumo et le rikishi est gros. Mm. Non, alors c'est du muscle, les C'est gars. du muscle. Ils ont une explosivité. Ils vous font, alors et dans toute proportion gardée, bien entendu, ils Oui, vous bien font sûr. à 100 mètres, Mm. mais vous les suivez pas. Mm. Et vous vous dites, mais attendez, c'est quoi cette corpulence? C'est que du muscle, hein, les gars. C'est un truc de fou furieux. Et C'est clair. d'ailleurs, petite anecdote dans l'anecdote, ce chankonabe, vous pouvez le manger vous Mm. aussi si vous allez dans le quartier donc du coup de Tout à fait. Ryogoku, qui est le quartier où se trouvent la plupart des écoles de sumo. Curry, ouais. Ça tombe bien, c'est là où se trouve aussi le grand temple du sumo, si j'ose dire, le Kokugikan. Et donc c'est autour de la gare de Ryogoku. Vous avez des restos qui vous proposent du chankonabe. Mm. Bon, après, il vaut mieux faire du sport. Parce que c'est ultra Ouais, protéiné, hein. derrière, vous avez intérêt à Vous avez faire le intérêt à tour faire. de la ville en rando, en Ouais, fait, les gars. c'est ça. Parce que sinon, vous perdez pas ces protéines, hein, c'est clair. Et Tokyo, Il faut c'est vous faire du muscle. Et Tokyo, c'est grand. C'est vrai. Voilà, c'était les petits faits insolites que je voulais te partager avec toi, que je trouvais assez fun à partager ah, j'avoue, avec bravo, toi. effectivement. Bon, dernier point, un truc Alors, qu'on va garder tout le long de nos différents épisodes de Sport Insolite. On va pas vous insulter sur le fait que bien sûr qu'il y a des mangas et des animés sur ce sport, évidemment. ah, oui, On est au d'accord. Japon, donc évidemment il y a ça. Mais je voulais quand même zoomer sur un animé qui est assez récent, qui s'appelle Ok. Hinomaru Sumo. Hein, donc Hinomaru Sumo, on va vous montrer quelques images pour ceux qui sont sur Twitch. Et Moi, du pendant coup, ce temps, je reviens et je vais te chercher aussi un truc qui ira bien avec ton manga sur le sumo. Je hmm, laisse les gens et regarder. donc du coup, ouais, je vais expliquer du coup pendant ce temps. Hinomaru Sumo, donc c'est un shonen manga qui a été écrit par l'auteur qui s'appelle Kawada, prépublié entre 2014 et 2019, et donc c'est un animé ensuite qui est sorti plus récemment et qui est adapté de ce manga. Et ça raconte en fait l'histoire d'un sumotori plutôt jeune, avec un gabarit plutôt atypique. Il n'a pas vraiment la taille ni le physique, mais par contre, vous voyez, hein, dans ceux qui voient les images sur Twitch, eh bien, il est plutôt musculeux, mais beaucoup plus petit, beaucoup plus râblé. Et bien sûr, on va suivre ses aventures. Il a un peu ce qu'on appelle le neketsu. Il a Complètement. la force du courage pour pouvoir battre les plus grands adversaires qu'il a en face de lui. Et donc, il fera bien sûr rencontre de plein de personnages différents. Et donc, on suit ces aventures-là. Et c'est assez drôle, parce que c'est un peu le rebelle, quoi. Hein, c'est un peu le rebelle au milieu de tout ça et qui casse un peu les traditions, etc., etc., etc. Voilà. Donc, alors, c'est un animé qui a plutôt bien marché. Qui a plutôt bonne réputation. Et donc c'est pour ça que ceux qui veulent en tout cas s'intéresser à ce sport au travers de ce manga, de cet animé pardon, qui s'appelle Hinomaru Sumo, ben n'hésitez pas à aller regarder ça. Je crois qu'il est sur Crunchyroll là, si je ne me trompe pas. J'aime bien ce que je viens de voir là, Donc, justement. Vous avez notamment tout un décorum, bien entendu, lycéen. Et en fait, dans les lycées, surtout dans les lycées en réalité, vous avez, un petit peu dans les collèges aussi, vous avez des doyos, justement. Alors, en extérieur, il y a un petit toit au-dessus, bien entendu, pour au cas où il pleuve. Mais vous avez des petits doyos, justement, parce qu'il y a il y a un club de sumo, généralement, dans les lycées, quoi. En exactement. bonne et due forme, quoi.
Exactement. Et donc voilà, c'est cet animé qu'on voulait partager avec vous. Est-ce que tu avais un autre chose à Oui, évoquer? alors même sans forcément aller sur des animés, comment dire, spécifiques au sumo, vous avez aussi le sumo qui imprègne des animés que vous connaissez déjà certainement euh, en les regardant à la télé française ou sur les plateformes, notamment Aishil 21, où l'un des clubs que nos héros rencontrent sur le chemin est un club fondé à partir du club de sumo du lycée, par exemple, et ce qui a été traduit d'ailleurs en français. Alors en français, je crois que c'est un studio québécois qui a fait ça, je crois, je ne sais plus. Bref, la voix française. Et ils ont traduit ça en français par le pouvoir des nénés. Pourquoi? Parce qu'ils poussent enfin, ils poussent au Il pousse niveau sur de les la poitrine. poitrines, ouais. Donc ils ont traduit ça en français par le pouvoir des nénés. Je crois qu'au Japon, je pense que c'est raccord parce qu'au Japon, je crois qu'ils ont joué sur le jeu de mots autour de Oppai étant la poitrine, etc. Mm. Généralement poitrine bien fournie, mais qui aussi donne la poitrine, enfin qui concerne également la poitrine masculine, forcément celle des sumo, l'est tout autant. Et du coup, vous avez en fait tout plein de... Et ça montre aussi certaines des tactiques du foot américain, notamment celle par exemple de Des la lignes offensive avant. line, par exemple, Ouais. qui est là pour pousser, bien entendu, jusqu'à aller jusqu'au quarterback. Donc voilà, ça imprègne en fait toute la société japonaise, souvent dans les mangas de sport et les animés de sport encore plus. Mm. Vous C'est clair. avez un peu de sumo, quelques doses de sumo dans le décorum global, dans le lore. Et ben Allez, à mon voilà. tour. Oui. Allez, moi, je vais T'as un jeu. voilà, le nombre pentagruélique de jeux vidéo de sumo. Alors ça, c'est la Super Nintendo. Mm. Mais on va presque même dire que d'ailleurs, l'âge d'or du sumo, c'est clairement la grande époque de la NES, de la Super NES, un peu de PlayStation Ouais. également, bien entendu. Mais c'est vraiment la fin des années 90, début 2000, quoi, qui sont vraiment l'âge d'or du sumo, avec notamment cette série-là, Super Sumo Netsusen Daiichiban, c'est marqué hein, dessus. Je l'ai quand même je l'ai mis en Ouais. lomaji quand même derrière. Ouais. Hein. Ouais, pas déconner. Merci madame. Et, et vous avez d'autres séries également, notamment Tsuppari Ozumo, qui sévissait beaucoup sur la NES, et aussi un petit peu sur la Super NES, et surtout Nintendo plus que partout ailleurs, puisque Nintendo avait un peu pignon sur rue, mais aussi sur PC Engine par exemple, sur la PlayStation aussi. Et puis, puisqu'on parlait, tu me parlais de Neketsu avec un Rikishi qui est un petit peu hors gabarit, un petit peu plus petit que les autres. La légende, en ce qui concerne ce genre de gabarit atypique, c'est même pas forcément Enho dont on a parlé, c'est Terao. Terao, c'est celui qu'on appelait le D'accord. professeur. Mm. C'était quelqu'un qui avait un bagage technique absolument faramineux et avec D'accord. sa petite taille, enfin, son petit gabarit, parce que Oui. la taille, il était quand même un petit Ouais, peu ouais. grand et au niveau, voilà, je veux dire, Plus fin. il n'était pas Un peu plus aussi fin, petit ouais. que les Enho, donc il avait une taille qui lui permettait aussi de jouer Mm. avec pas mal de possibilités techniques. Terao, c'était véritablement le professeur, et ben à tel point que il a eu sa propre série de jeux vidéo de sumo, lui aussi, Eh ben. pour donner une idée, voilà. Donc ouais, effectivement, il y a des jeux de sumo, mais bon, quand même, plutôt sur l'archipel, hein, ils sont sortis sur l'archipel, mais voilà, vous pouvez Non, mais il trouver y en des... a aucun qui a passé les limites de l'archipel. C'est clair, hein, c'est clair. Je crois que le plus haut, le plus loin que ce genre de jeu est allé, c'est Taïwan. Hein. Je pense que ça s'arrête C'est là. clair. Ça s'est arrêté là. Ben voilà, on a fait le tour, je pense, du sumo. J'avais comme moi rien à rajouter. J'espère en tout cas pour nos spectateurs, nos écouteurs de podcast, que ça vous a plu et de vous donner envie de regarder du sumo, pourquoi pas, de regarder ou de suivre ce sport. En tout cas, vous pouvez regarder ça effectivement sur Doskoi, vous pouvez regarder ça sur YouTube, sur la NHK World. N'hésitez pas à aller voir. Bon, plutôt les highlights, parce que comme tu as dit, c'est un peu lent quand même comme sport, hein, en général, surtout avec le rituel. C'est presque 5 minutes de rituel pour 2 secondes de combat, donc c'est quand même assez déséquilibré comme chose. Donc, mais c'est quand même un sport qui est assez impressionnant, c'est un sport qui dépayse totalement, et puis c'est quelque chose qui représente la force quand même. Hein. Commencez par les highlights, en Ouais, fait, en commencez par la highlight, réalité. je suis totalement d'accord, et Et sur si la ça vous NHK, c'est bien. plaît, regardez un petit peu du rituel parce que il est sympa. Ouais, il est Il est sympa, c'est un vraiment sympa. spectacle, c'est un vrai spectacle, donc il faut... Faut avoir le temps aussi de s'y plonger. Mais réellement, en fait, même dans les temps morts, il y a pas de temps mort d'une certaine façon, Mm. tout fait sens. Donc, mais évidemment, en tant qu'occidental, on n'est pas nourri à ça. Donc oui, Mm. effectivement, les highlights sont les trucs à regarder en premier, bien entendu. Exactement.
Voilà, on en a fini avec le sumo. Je te propose de passer à l'actualité. J'ai pas encore de jingle, mais on va supposer qu'il y a un jingle. Au montage, je ferai ça. Allez, Ça on va marche, passer ok. à l'actu. Alors, on va commencer par l'actu. Tu veux commencer toi ou je fais moi, mon actu? Ouais, vas-y, je commence, va, pas de souci. Allez, mon fait marquant de l'actualité, c'est l'élimination des Français à la Coupe du Monde de basket. J'ai la même. Bon, ben, on va faire ensemble. Ah mince. Alors. Non, mais on va le faire. Vas-y. On va le faire ensemble. On va faire un débat alors. Enfin, je sais pas si c'est Ça un roule. débat en plus. Je sais même pas si c'est un débat. Vas-y. Non, moi, ce qui m'a Ouais. marqué, c'est le manque d'élégance. Alors à chaud, évidemment, bien entendu, il faut pas non plus. Je pense qu'à froid, c'est encore un peu différent. Mais le manque d'élégance sur le moment, en fait, le moment où on perd, c'est-à-dire que c'est une catastrophe de perdre Oui. au premier tour d'un tournoi où tu es dépeint. En plus, tu es dépeint. Non seulement tu es dépeint comme un favori, mais tu as travaillé dur, enfin je veux dire l'équipe de France a travaillé dur pendant 30 ans avant d'avoir enfin ce À vendre statut. l'équipe de. Ouais, à vendre d'être Voilà, équipe de France et tout. je veux dire, il y a 30 ans, le basket français s'était réduit à rien. Ouais, c'est rien. Enfin voilà, il y avait un club ou deux de temps en temps qui brillait, mais généralement parce que le gros de l'effectif était étranger. Mais le basket français, c'était. Alors, il y a eu d'autres périodes un petit peu plus glorieuses, bien entendu, mais au moment où tout s'est accéléré, où le professionnalisme et surtout l'argent de la télé est venu vraiment arroser tout le basket professionnel mondial, pas simplement américain, eh bien, la France s'est vraiment retrouvée en retard. Et du coup, en fait, il a fallu tirer de l'arrière pendant des années. Et là, enfin, on est pris au sérieux, pas simplement par rapport au titre à l'Euro qu'on a eu en 2015, 2016, quelque chose comme ça, mais aussi aux performances dans les Jeux Olympiques, au fait qu'on ait réussi à vaincre nos chats noirs, qui sont les Espagnols, qui généralement jouaient un petit peu sale, et d'ailleurs énervaient les Français qui généralement faisaient des fautes. C'était une technique qui fonctionnait à Tout à chaque fait. fois. Et du coup, les Espagnols se sont fait prendre à leur propre jeu ensuite ces dernières années, parce que au final on a fini par apprendre de nos erreurs. Et là tu te dis c'est la bonne, et tout le monde disait c'est la bonne pour le coup. Ouais. Et on a perdu face aux Canadiens, qui sont une des équipes surprises, et on a perdu face aux Lettons, qui sont c'est l'outsider absolu. Alors pas absolu non plus, parce que c'est un des pays qui prend le basket au sérieux, mais on n'est pas au niveau d'engouement populaire de la Lituanie voisine. C'est vraiment, voilà, c'est une nation qu'il faut respecter. Là, pour le coup, je reviens justement au centre de mon point. C'est une nation qui n'est pas la Lituanie, qui n'est pas un pays qui vibre tous les jours pour le basket, pour lequel ça fait partie du décor, vraiment, effectivement, oui, un peu comme le handball en Croatie, comme vous auriez le baseball aux États-Unis ou à Cuba. Bref, il y a des sports mascottes comme ça dans certains pays, ou le rugby en France, pour le coup. Tout à fait. Il y a des sports mascottes où on s'attend à faire une performance, pas forcément gagner, mais tu ne peux pas être ridicule dans une compétition de basket si tu es lituanien, merde. Voilà. Et la Lettonie à côté, on regarde pas. On regarde pas, malgré tout. Ça fait quelques années qu'ils sont solides. Voilà, pas non plus, font pas des choses extraordinaires. Mais enfin, il faut les prendre au sérieux. C'est un adversaire qu'on dit généralement, comme dit la formule consacrée, qu'il faut respecter. Ça n'a pas été le cas. Autant les Canadiens, effectivement, ils avaient le couteau entre les dents, ils nous ont cueillis à froid, et ça arrive d'être pris à froid en début d'une compétition. Autant ce deuxième match, on les a vraiment regardés de haut, et ça s'est senti sur le match, et moi ça m'a déplu. Et ce qui m'a déplu, c'est ce qui est venu après, avec le débat, notamment des débats sur Bein Sport, notamment, où les gars disaient ouais, de toute façon, ouais, c'est pour la peine de le jouer, le tour pour la 17e place. Mais oui, parce que la France est éliminée, mais joue quand même un tour Les matchs de classement classement, ouais. pour Les matchs de classement. faire partie, enfin, pour essayer de se classer le plus haut possible dans la compétition, même si c'est des matchs pour du beurre, effectivement. Mais bon, c'est pas du beurre pour tout le monde. Non. Le Japon a gagné sa qualif au JO grâce à ça. Le Soudan du Sud, sacré truc, ça pour le coup, a gagné sa place aux Jeux Olympiques aussi grâce à ça, en battant en plus l'Angola, qui est une des forces du continent. Bref, c'est une grosse équipe de basket africain. Ouais. Donc non seulement on respectait pas notre adversaire, mais on n'a même pas respecté la compétition en perdant. Non, il y a un moment donné, en fait, on s'est véritablement vu trop beau, visiblement, et c'est dans la tête. Parce que techniquement, ils sont tous bons. C'est des monstres. Ouais. C'est des monstres. Je veux dire, il n'y a rien qui peut nous arrêter, sauf nous.
Ah oui, il n'y a pas eu de respect de ça. Tu vas à peu près dans la même ligne que moi parce que finalement, j'ai été à peu près choqué de la même manière quand j'ai vu les commentaires de Beansport, des commentateurs en disant, bah, j'ai eu la même réaction que toi quand ils ont Ah, commencé ça à dire. boudait, hein. Non, c'est pas ça, Non, mais ouais, mais on de toute disait façon, des gamins les avec qui matchs de. on a promis, ouais, mais t'auras ça. Oui, Ouais, sauf que t'enlèves le bah, les bonbon, tu sais, on circonstances font que t'enlève la tu l'auras sucette. pas. Ouais, 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 on oh. t'enlève la sucette devant toi. Et j'étais complètement dans le même truc que toi. C'est les mecs qui commençaient à dire non, mais de toute façon, pourquoi on joue les matchs de classement, ça sert à rien et tout. Et moi, j'étais en train de me dire, mais vous racontez quoi là? Les matchs de classement, c'est fait pour qualifier aux Olympiques pour certains continents. Donc, qu'est-ce que vous racontez, les gars? Enfin, vous connaissez rien en fait. Vous faites pas votre job en fait. Parce que vous êtes des spécialistes basket. Vous devriez savoir que les matchs de classement. Et surtout, le pire, c'est que moi, je suis abonné à First Team Sport, donc qui est plutôt une chaîne amateur de gens qui sont passionnés et qui ont plusieurs sports en fait dans leur série de chaînes. Et eux, pour le coup, ils étaient beaucoup plus respectueux. Ils ont dit bah non, les matchs de classement, faut les faire. Il faut le faire parce que c'est la compète, c'est comme ça, c'est la règle. On s'est fait éliminer, donc il faut les jouer. Et de toute façon, si on les joue pas et qu'on est ridicule même à ce niveau-là, bah, on n'a rien à faire en Jeux Olympiques. Enfin, c'est même pas la peine d'y aller. Et je suis d'accord avec eux. À un moment, cette compétition, elle est faite d'une certaine manière. Les règles sont connues à l'avance. Bah, si t'es pas assez bon, joue tes matchs de classement. Joue-les parce que c'est ce que tu mérites. C'est En tout. fait, c'est une Mais c'est formule mal que les mecs. français, c'est un mal français des sports moyens, je dirais. Alors, c'est là où je suis pas. Justement, j'allais argumenter contre, justement. C'est que, en fait, c'est une formule qui est pas très connue au basket, justement, d'avoir un tout petit premier tour et d'avoir un grand tour principal. Et quand je dis Mm. tour principal, c'est un terme de handball, généralement. Et l'équipe de France de handball, elle sait que les premiers matchs, faut forcément en gagner au moins deux. Ensuite, tu peux, si j'ose dire, souffler. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai selon les Dans compétitions, les parce que compétitions, certaines ouais. compétitions, le tour principal, il y a que les deux premiers. Généralement, il y a des gros groupes ensuite en tour principal où ça fait un peu mini championnat, etc. Et généralement, c'est les 3 ou 4 premiers de chaque groupe, ça fait des gros playoffs derrière. Mm. Bon, certaines compétitions, bah, c'est pas ça. Certaines compétitions, c'est les 2 premiers de ces mini championnats. Donc d'un seul coup, oui, faut prendre au sérieux chaque match. Mais la plupart du temps, enfin, en hand, ce qui est un peu plus maîtrisé, c'est que justement, c'est la temporalité de ce genre de tournoi où effectivement, faut charbonner dès le départ. Parce qu'en plus de ça, les victoires que tu auras obtenues, si ça Compte se pour passe le tour bien, tu vas les principal, hein. cumuler justement pour le tour suivant, ce qui fait que tu pourras plus facilement souffler d'ailleurs en milieu de compétition, soigner peut-être quelques blessures et repartir sur les playoffs. Sauf qu'en basket, ils sont pas habitués à ça. Et véritablement, ils se sont pris ça. Et d'ailleurs, pour le coup, on est les seuls hein, à avoir pris ça en pleine poire. Le Nicolas Batum alors enfin, c'est sa dernière Coupe du Monde, c'est compréhensible. Mais encore, il y a les JO l'année prochaine. Donc, Mm. Il fera les JO et voilà, puis c'est c'est pas fini, non ouais. plus. Mm. C'est compréhensible parce que c'est un compétiteur, mais tout de même. Mais de se retrouver naïf comme ça, parce que c'est de la naïveté, Complètement. tu te dis, mais attends, non, renseigne-toi. Comment ils font les autres? Comment ils font les autres? Il y a d'autres sports hein, qui. Enfin, je veux dire, et là, je parle pas de sport, enfin, j'allais dire sport mineur, tu vois. Non, non, Mais en tout cas, c'est. en France, Non, non, en France, vis-à-vis de la c'est. France, c'est pas des sports. Enfin, quand tu regardes une compétition de handball, maintenant, c'est pris au sérieux. Mm. Donc, tu regardes comment ils font. Là, même, limite, Tu mais demandes, limite, tu vas les voir. tu t'appelles. Bah, si t'es Nicolas Batum, tu demandes le numéro de Nicolas Karabatic. Mm. Tu te dis, mais comment vous faites? C'est quoi? Alors, C'est quoi la c'est quoi le stratégie? truc? C'est quoi la Qu'est-ce que je stratégie, dois ouais. éviter? Qu'est-ce Mm. que je dois éviter? Ce format-là, je le connais pas. Qu'est-ce que je dois éviter? Moi, je connais 82 matchs de saison régulière parce que je joue en NBA. Donc, j'ai le temps de souffler, j'ai le temps de faire, etc., etc. Et tout doit être prêt pour les playoffs. Là, on doit charbonner directement. Est-ce qu'il y a des trucs à faire, une prépa à faire, des rituels, des trucs comme ça? Enfin, bref, t'es Nicolas Batum, pour le coup, t'es une légende vivante du basket français. Appelle une autre légende vivante, puisque c'est ton fait. Pour le coup, tu le peux. Toi. Mm. Moi, je peux pas appeler Karabatic. Ouais, non, c'est sûr. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui est quand même assez ridicule en fait au final. Surtout que c'est comme d'habitude, en tout cas sur ce sport-là, en tout cas particulièrement, quand tu écoutes les témoignages des membres de l'équipe, du staff, etc. Bah, c'est la faute un peu à tout le monde, c'est la faute Ils savent pas, à ouais, tout parce le qu'en monde. fait, ils sont sonnés. Ils sont sonnés, ils savent Oui, pas qui oui. accuser parce que c'est Ouais, mais le eux, problème, ils ont pas respecté leur adversaire. oui, et puis c'est clairement les joueurs. Enfin, faut arrêter de déconner. C'est les joueurs qui ont joué et qui ont perdu. On peut pas bien sûr parler de l'entraîneur, mais à un moment, quand tu as un tel niveau et que tu fais même pas la base du basket, parce que même moi qui connais pas totalement le basket, je vois un peu d'NBA,
Enfin, franchement, on est loin du niveau même d'un match nul de NBA. Là, on était vraiment à l'ouest complet. Et surtout, ce qui est vraiment terrible, c'est ce sentiment de. T'as vraiment. Enfin, moi, enfin, je sais pas si c'est vraiment la vérité, mais moi, mon sentiment que j'ai eu en regardant un des matchs, c'est. J'ai l'impression qu'ils en avaient rien à foutre, en fait. Véritablement. Parce que, en Alors, gros, ils se disaient, bon, de toute façon, ouais, c'est une Coupe du Monde, mais de toute façon, on est qualifié pour les JO, c'est bon, ça va aller et tout. Moi, mon sentiment, c'était qu'ils en avaient rien à foutre de ces matchs-là, parce qu'en fait, ils ont dit, bah, de toute façon, c'est pas les matchs les plus importants. Nous, c'est les États-Unis, c'est l'Espagne, c'est l'Allemagne, c'est la Serbie, enfin, c'est tous ces trucs-là. Et j'ai fait, mais attendez, jouez-les déjà les matchs, hein, parce que sinon, vous voilà. n'allez même pas aller les voir. Donc, Parce qu'en phase 2, ils ont des gens qui jouent leur vie, hum, justement, parce hum, que hum. c'est eux les petits, et ils veulent Eh se oui, taper un gros pour le coup. c'est ça. Et si vous êtes un peu dans l'histoire du sport, lisez des choses sur la Coupe du Monde 66, et là je parle de la Coupe du Monde de foot, 66, du coup c'était en Angleterre, où la France a perdu bêtement au premier tour, alors que la préparation, elle était idyllique pour le coup. Là, comme ici, là. Alors, je dis pas que la France était, je veux dire, on n'était pas non plus des foudres de guerre, mais tout de même, passer le premier tour était quelque chose qui était dans l'ordre des choses, C'est normal, ouais. si ça doit se dire. Il y avait trois sélectionneurs, trois entraîneurs, parce que le poste de sélectionneur n'existait pas tout à fait encore. Vous aviez donc trois entraîneurs / sélectionneurs, une préparation qui s'est fait, si je me souviens bien, dans un espèce de grand hôtel, etc., etc. Trois matchs un peu minables et la France qui sort au premier tour. Donc voilà, donc après, globalement, bah, de toute façon, on va attendre les JO, c'est aussi simple que ça. La Oui, France est qualifiée directement, il n'y a rien à dire, si ce n'est que bah, la France est ridiculisée, en tout cas la France du basket s'est fait ridiculiser, on ne sait pas tirer les leçons quand écoute les gens, même les journalistes étaient ridicules, hein, ils sont alignés avec l'équipe, donc quand tu as un environnement comme ça dans ce sport-là, je vais te dire que je suis contente de soutenir le rugby, moi. Lettonie, d'ailleurs, qui est arrivée en quart, il me semble. C'est ça. Et donc voilà, donc j'ai rien de dire plus que le basket, tu vois, je suivais un peu la NBA, mais globalement, ça ne m'incite pas à suivre ce sport en France. Voilà, bah du coup, on a fait nos propres actualités, puisque c'est même. Voilà, Oui, je ouais, suis dur, mais à un moment, quand tu es passionné de sport et que tu essaies de t'intéresser au truc, mais que les gens ne font pas l'effort, bah à un moment, je sais pas, de toute façon, si vous faites pas d'effort, je vais pas en faire non plus, tu vois. Ils se sont fait endormir par leur propre statut et la Bah, bonne perf au jeu de Tokyo. Voilà, c'est tout. donc ils mériteront pas mon attention. C'est aussi simple que ça. C'est comme le 13. Hein, donc Toi, t'es plus chafouin que moi, hein, pour le coup. Ouais. Moi, je suis ouais, là. bah Vous oui, avez reçu une bonne claque et c'est tout, quoi. Voilà, c'est bon. Allez de l'avant, les gars. Ah Voilà. oui, bah après je les verrai au JO, comme tout sport collectif, je regarderai Oui, les JO, oui. mais d'ici là, je t'ai à dire que je les regarderai pour. Du coup, c'est tout pour l'actualité, puisque du coup c'était la même. Moi j'avais la même exactement, j'ai préparé la même chose. Alors, qu'est-ce qui est à suivre? La Coupe du Monde, bien entendu, de rugby, qui va commencer Oui, j'en ai parlé la semaine dernière, donc je vais pas réexpliquer. Hein. Oui, mais on va pas en parler plus que ça, puisque je pense dans 2 semaines on en reparlera, c'est évident, donc je vais pas en parler maintenant, hein, c'est pour ça que je vais pas zoomer dessus. Mais bien sûr, la Coupe du Monde démarre vendredi, donc avec France-Nouvelle-Zélande, vous saurez tout dans 2 semaines, puisque évidemment j'ai parlé de ça dans mon actu, c'est évident. D'ailleurs, Tu veux je parler parlerai de ça rugby pas connu, genre Je vous parlerai de ça, bien sûr, dans les prochaines semaines, évidemment. C'est évident. Hein. Donc, et puis, bien sûr, à la fin, on gagnera la Coupe du Monde. Enfin, j'espère. Tu peux pas nous annoncer alors le programme de la semaine suivante? Bien sûr, je vous annonce le programme. Non, dans 2 semaines, mec. On a dit toutes les 2 semaines, parce que toutes les semaines, c'était trop pour nous. Oui, alors, eh bien, qu'est-ce qu'on va parler dans 2 semaines? On va rester en Asie, mais pas au Japon. On va rester en Asie, puisqu'on va plutôt aller vers l'Asie du Sud-Est et on va découvrir le sepak takraw. Oh, Qu'est-ce que le sepak takraw? Je vais quand même vous faire un petit teasing. Est-ce que j'ai le temps de vous montrer ça? Hop, je crois que oui, j'ai le temps de vous montrer ça. Juste basculer pour ceux qui sont sur Twitch. Pour vous montrer quelques images en 10 secondes d'images de sepak takraw. Allez. Voilà, et hop, c'est ça, du sepak takraw. C'est du volley avec les pieds. C'est aussi simple que ça. Il y a plusieurs formes de ce sport, mais on va vous faire découvrir tout ça. C'est extrêmement populaire en Asie du Sud-Est. C'est absolument fou là-bas. Et donc, on vous fera découvrir ça d'ici
2 semaines. Eh bien Damien, je te remercie d'avoir Merci à toi. préparé et puis avec moi merci à vous. cet épisode sur le sumo. Et puis on vous espère vous revoir très nombreux. Vous pourrez nous écouter donc sur YouTube. On mettra cette vidéo-là intégralement sur YouTube. Et puis vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de podcast audio, puisque vous aurez l'intégrale dans un épisode. Et puis vous aurez des morceaux de l'épisode découpés en plusieurs parties, comme ça sera plus digeste pour vos trajets, par exemple au boulot ou au retour à la maison. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous dire si c'était bien, si vous avez des idées de sport insolites. On est toujours pour trouver des idées. Là, on en a pour 8 épisodes, donc on a encore le temps. Mais si vous avez des idées, on a une liste de 32 au moins trucs, mais bon, on peut insérer des trucs. S'il y a des sports qui s'insèrent et qui sont des bonnes idées, nous on rentre, hein. Nous on n'a pas de problème, on étudie ça, on vous présente tout ça, on fait des recherches. Nous. Allez Damien, je te remercie, je te souhaite une excellente soirée et à tous, à très bientôt. Ciao ciao.